du monde de football, après le coup de filet dans les milieux islamistes, le gouvernement renforce le plan Vigipirate qui assure la sécurité dans les lieux publics. Plus de 6000 hommes chaque jour sur l'ensemble du territoire. Air France, la menace de grève pour le début de la Coupe du Monde se précise. Pilotes, direction d'Air France et gouvernement n'ont toujours pas trouvé de terrain d'accord. Le gène de l'endurance découvert par des chercheurs britanniques. Certains êtres humains seraient génétiquement plus doués que d'autres pour l'effort physique, un moyen de détecter les futurs champions. Dans le sud de l'Italie, 3 semaines après la catastrophe, une coulée de boue qui a ravagé plusieurs villages. Avec le recul, l'ampleur de la tragédie apparaît. L'association Droit au logement crée une télévision pirate, la chaîne des exclus, au programme Solidarité et Provocation. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le coup de filet réalisé hier en France et dans 4 autres pays européens, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, nous déclarait hier soir ici même qu'il ne s'agissait pas d'une simple opération préventive. Et sans vouloir créer une psychose de l'attentat, il demandait aux Français d'être vigilants pendant toute la période de la Coupe du Monde de football. Le gouvernement, de son côté, ne reste pas inactif puisque le plan Vigipirate de surveillance des principaux lieux publics est d'ores et déjà renforcé. Ce sont 6000 policiers et gendarmes aidés par des militaires qui assureront chaque jour la surveillance du territoire. Thierry Curtet, Patrick Deschmecker. Le plan Vigipirate avait été mis en sommeil. C'est ici, au pied de la Tour Eiffel, que l'on constate les premiers effets de sa réactivation. Une compagnie, soit une centaine d'hommes d'un régiment d'artillerie, est venue renforcer la surveillance du site. Habituellement, un autre poste de police assure la sécurité de ce haut lieu touristique. Les renforts permettront d'améliorer le dispositif et de le rendre opérationnel 24 heures sur 24. Nous sommes ici sur la Tour Eiffel pour 2 raisons. Un, parce que c'est un site touristique important. Et puis également, car comme vous le savez, c'est un point important pour tout ce qui est télécommunication. La Tour Eiffel est en effet un réémetteur des images de télévision. C'est donc un objectif stratégique pour un événement aussi médiatique que la Coupe du Monde. De nombreux autres points sensibles qui doivent assurer la bonne marche de l'événement seront ainsi discrètement protégés. Le plan Vigipirate n'avait jamais été levé, mais il est renforcé là où il existe, notamment dans les gares et les métros. En tout, 1000 militaires seront déployés dans les prochains jours. Ils s'ajouteront aux 800 déjà en place et aux 6000 policiers et gendarmes prévus. L'appel de Jean-Pierre Chevènement à la vigilance de tous a d'autre part été entendu. Il a eu raison de le faire, parce que c'est vrai que c'est un gros événement, c'est vrai qu'il y a un danger. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant. C'est vrai que si on appelle les gens à être plus vigilants, à regarder vraiment ce qui se passe autour d'eux, je pense que ça peut apporter quelque chose. Le plan Vigipirate concerne les villes où se joueront les matchs, mais aussi les 10 départements français qui accueillent déjà les équipes nationales, comme la Seine-et-Marne, qui reçoit à elle seule 5 équipes. L'autre menace qui pèse sur le bon déroulement de la Coupe du Monde de football est de toute autre nature. C'est la possibilité d'une grève des pilotes d'Air France qui porte toujours sur le problème des salaires. Des préavis ont été déposés pour le début du mois de juin et pour l'instant, ni le PDG du groupe ni le ministre des Transports ne sont parvenus à trouver un début d'accord qui pourrait éviter cet arrêt de travail dont les conséquences sont évidentes. Une crise qui intervient au moment où Air France annonce pour la première fois un bénéfice de son compte d'exploitation et la commande de 20 Airbus. Damien Thévenot, Fanny Pernaut. Les avions d'Air France aux couleurs de la Coupe du Monde seront-ils cloués au sol? C'est en tout cas la menace que brandit le SNPL. Le principal syndicat des pilotes de ligne a en effet déposé un préavis de grève de 15 jours renouvelable à partir de lundi prochain. La rencontre hier soir entre le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, et les pilotes n'a rien donné. Pour les syndicats, la situation est très claire. Si l'agression s'arrête avant la Coupe du Monde, nous arrêterons notre conflit. Si l'agression continue au moment de la Coupe du Monde, nous serons en conflit. Ce qu'ils considèrent comme une agression, c'est la décision prise par cet homme, Jean-Cyril Spinetta. Le PDG d'Air France s'est donné comme objectif de faire économiser 500 millions de francs à la compagnie. Cela passerait soit par une baisse de 15% des salaires des pilotes, compensée par une distribution d'actions Air France, soit par un gel pur et simple des rémunérations. Inadmissible selon les pilotes, pas d'autre solution, répond la direction qui avance un argument. Avec 60 000 francs de salaire mensuel après 10 ans d'ancienneté, les pilotes français sont mieux lotis que leurs collègues européens. Alors peu importe la nature et l'ampleur de cet écart existe et chacun le reconnaît. À partir de là, il faut évidemment, sur un marché complètement concurrentiel, faire en sorte non pas de se mettre au même niveau que les autres, mais de rapprocher, de faire converger nos coûts avec ceux de nos professions concurrents.
Les syndicats ont fixé un ultimatum à la direction. Elle a jusqu'à dimanche soir pour revenir sur sa décision. Au-delà, les pilotes prédisent une grève difficile. Un mois de juin, mois de toutes les galères à Air France. Et à l'occasion de ce conflit, les pilotes à qui l'on reproche, vous le voyez, leur rémunération, ont mis au jour un certain nombre d'emplois de cadres de la direction de l'entreprise dont la réalité ne leur semble pas évidente. Parmi eux, le fils du maire de Paris, Dominique Tibéri. Olivier Caroff, Jean-Louis Normand. Des salariés à qui on ne demande pas de se serrer la ceinture, certains à Air France en connaissent. Selon le syndicat national des pilotes de ligne, plusieurs dizaines d'employés seraient payés à ne rien faire. Dans l'annuaire interne du groupe, on trouve notamment Dominique Tibéri, le fils du maire de Paris. Mais difficile de savoir ce qu'il y fait exactement. Monsieur Tibéri, personne ne l'a rencontré à Air France, ce qui est assez surprenant. On nous a confirmé qu'il était toujours payé. On nous a confirmé que son numéro de téléphone était la cellule de mobilité d'Air France. Et quand les salariés ont appelé la cellule de mobilité, on leur a confirmé bien évidemment que jamais M. Tibéri n'était présent dans l'entreprise. Dominique Tibéri serait-il devenu un employé fantôme? La question se pose depuis plus de 2 ans. À l'époque, Air France le payait sans qu'il ait à travailler pour le groupe. Et pour cause, il était membre d'un cabinet ministériel. Une fois cette anomalie révélée, tout était rentré dans l'ordre. Air France avait été remboursé et semblait avoir mis fin au contrat de Dominique Tibéri. Depuis, il a été réembauché, augmenté, mais toujours sans affectation précise. Il est normal que l'entreprise essaye, comme pour l'ensemble de ses cadres, de lui retrouver dans l'entreprise une fonction, une place dans une hiérarchie et un rôle au sein de l'entreprise. Rôle restant à définir ou emploi fictif, le syndicat national des pilotes de ligne a décidé de demander à la justice de tracer la limite entre ces deux notions. Emploi fictif encore, cette fois-ci à la mairie de Paris. Le journal Le Monde titrait cet après-midi sur la possibilité d'une mise en examen d'Alain Juppé, qui fut premier adjoint du maire et secrétaire général du RPR, ajoutant qu'à l'Élysée, une cellule de crise avait été créée pour traiter cette affaire. Information aussitôt démentie par la présidence de la République. Quant à Alain Juppé, dans un communiqué, il s'est indigné de ces allégations, estimant qu'elles étaient destinées à troubler la sérénité de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas voulu sanctionner aujourd'hui le procureur de la République d'Évry, Laurent Davnas, qui a publié un livre dans lequel figure en annexe le rapport controversé de Xavier Tibéri pour le compte du Conseil général de l'Essonne, dossier dont il est saisi. Le Conseil supérieur de la magistrature entend défendre la liberté d'expression des magistrats, mais avec des limites, conclut le communiqué. L'Assemblée nationale débat du projet de loi sur le cumul des mandats, un projet contesté par l'opposition dans sa forme actuelle, mais qui ne fait pas non plus véritablement l'unanimité dans la majorité qui s'apprête pourtant à le voter. En fait, les parlementaires estiment que la limitation des mandats doit s'accompagner d'une revalorisation financière pour permettre aux élus de vivre d'un seul mandat. Reportage Didier Guyot, Yasmina Farber. Élu député il y a à peine 1 an, Lionel Lucas est un assidu sur les bancs de l'Assemblée. Mais aujourd'hui, l'élu RPR est resté à Villeneuve-Loubet. Le débat sur le cumul des mandats agace particulièrement le conseiller général, député-maire, un cumulard dans l'âme. J'ai été élu, moi, sans l'investiture de mon parti aux élections législatives. C'est bien la preuve qu'on considère qu'il vaut mieux quelqu'un qui cumule des mandats et qui est efficace, plutôt que d'avoir quelqu'un qui ne fait qu'une chose, mais mal. Maire d'une commune de 15 000 habitants, Lionel Lucas apprécie le contact avec ses concitoyens. Le député n'a pas changé ses habitudes, pas de chauffeur, pas de voiture de fonction, mais un statut qui donne de la crédibilité. Il est vrai que, comme maire d'une petite commune, le fait que je sois député me fait être considéré différemment par un certain nombre d'administrations, c'est-à-dire qu'on m'écoute avec plus d'attention que si je n'étais pas député. Lionel Lucas ne sait pas quel mandat il préférerait conserver. S'il doit pencher en faveur de la mairie, il quittera les bancs de l'hémicycle pour retrouver les bancs du lycée où il était professeur d'histoire-géographie. Permanence du député socialiste Henri Berthollet qui depuis 8 ans est également maire de Romans, dans la Drôme. Le militant socialiste qu'il est condamne bien évidemment le cumul excessif des mandats, mais il a conscience aussi qu'être maire et député, c'est bien souvent complémentaire et donc plus efficace. C'est quelque chose qui est intellectuellement et extrêmement gratifiant et satisfaisant. Donc intellectuellement, quand on est député et maire, on est bien dans sa peau. D'un côté, le maire de Romans a un contact avec le terrain, mais de l'autre, le député rencontre les ministres et sa voix compte, difficile de choisir. Je crois que je m'y habituerai très vite, mais ça sera un crève-cœur au moment du choix.
Mais derrière ce projet de loi, il y a les rémunérations. Que l'on soit député ou maire, les salaires sont loin d'être les mêmes et mieux vaut être député. Le député qui choisirait de cesser d'être maire perdrait en gros 10 000 francs et percevrait encore un peu plus de 30 000 francs comme député. Celui qui ferait le choix contraire passerait tout à coup à 10 000. Avant de voter à l'Assemblée nationale, Henri Berthollet ne sait toujours pas quel sera son choix. Le gène du champion existe-t-il? Des chercheurs anglais ont mis en évidence, après expérience sur l'être humain, un gène de prédiction, entre guillemets, qui permettra de déceler sur simple test la probabilité de devenir plus endurant, plus résistant à l'effort que la moyenne. Bref, de réunir toutes les chances de devenir un athlète de très haut niveau. Caroline Glorion, Claude Sicard. Dans le sport, la graine de champion, ça existe. Il y a ceux qu'on repère à l'entraînement, il y a les surdoués, les costauds et les autres. Tout cela, on le savait, ou en tout cas, on l'observait. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs britanniques apporte des résultats scientifiques passionnants qui font la preuve de cette inégalité. Ils viennent de mettre en évidence les propriétés d'un gène qui serait responsable en grande partie de l'aptitude à l'endurance. Réaction. Nous, sur le terrain, on l'a observé depuis très très longtemps que les facteurs qui amélioraient notamment la résistance, la puissance cardiaque, étaient dus en grande partie à l'hérédité et puis à l'entraînement, aux facteurs de récupération, au sérieux dans la vie. On peut être le meilleur au monde physiquement et être très mauvais sur une compétition parce que c'est le mental qui est largement supérieur et c'est ça qui fait la différence. Le gène, étudié par les Britanniques, est le gène de l'enzyme de conversion, découvert il y a 10 ans par une équipe française qui travaillait sur des malades souffrant d'infarctus. Pour poursuivre ces travaux, les scientifiques ont étudié les performances à l'entraînement d'un groupe de militaires de l'armée britannique. Les résultats sont sans appel. Ceux qui sont porteurs du fameux gène multiplient par plus de 10 leur capacité sportive. Les autres ne progressent pas du tout. C'est la première fois que l'on voit un gène qui intervient tant non pas dans une susceptibilité à une maladie, mais dans une performance. Et quelque part derrière cet intérêt scientifique, ça m'inquiète beaucoup plus que cela. Parce qu'un monde où chacun d'entre nous serait déterminé, non par son droit inaliénable à sa liberté, mais par le seul droit que lui laissent ses gènes, est un monde que je redouterais considérablement. L'utilisation de tels résultats implique donc de nouvelles questions éthiques. Exemple, si un jour on parvient à fabriquer industriellement la protéine produite par ce fameux gène, ce sera alors la porte ouverte à une nouvelle forme de dopage. Près de Béthune, dans le Pas-de-Calais, après 48 heures de fouilles dans une maison habitée par une famille de marginaux, les enquêteurs ont procédé à une série d'incarcérations pour crimes et complicité de meurtre. Plusieurs membres de cette famille ont subi des sévices et les gendarmes recherchent toujours les corps de 3 bébés qui auraient pu être enterrés dans ce jardin. Marianne Mas, Dominique Mas. Depuis hier matin, ces zones interdites autour de la maison et rien ne filtre des balais de pelleteuses. 7 personnes vivaient ici, 7 moins une, le père, souffre-douleur de la famille. Il vivait dans une cabane du jardin. En mars dernier, 3 enfants avaient déjà été mis en examen pour violence volontaire et écroués. La violence qui côtoyait le sordide. Parmi les 3 mis en examen, c'est ensuite le témoignage de Patricia, 25 ans, qui a déclenché les fouilles. Elle aurait accusé ses frères de l'avoir mise enceinte à plusieurs reprises et d'avoir enterré les corps des nouveau-nés dans le jardin. Aujourd'hui, les 2 frères ont été brièvement conduits sur les lieux, puis ramenés en prison. Quant à la mère, âgée de 67 ans, elle vient d'être mise en examen pour non-empêchement de crime et complicité de meurtre. Elle est soupçonnée d'avoir couvert les viols de sa fille par ses propres fils. Aujourd'hui, les fouilles n'ont rien donné, mais peut-être les langues se sont-elles déliées. Ce soir, tous les membres de la famille, à l'exception du père, ont donc été écroués. Des mises en examen devraient encore tomber, soit pour violence, viol, complicité ou non-empêchement de crime. Une famille qui vivait à l'écart de tous, au bord d'une nationale, au bout du monde. 3 semaines après la catastrophe survenue dans le sud de l'Italie, une coulée de boue balayant plusieurs villages sur son passage. Nous sommes retournés sur les lieux pour constater avec le recul l'ampleur du désastre dans la seule ville de Sarno, qui a fait 159 morts. Reportage Alain Chalon. 3 semaines après le drame, Sarno panse ses plaies. Et les plaies, ce sont ces traînées noires dans la montagne, le lit des torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage dans la nuit du 5 au 6 mai. 3 semaines après, on se rend mieux compte encore de l'ampleur du désastre. Les coulées n'ont pas simplement envahi les rues et les maisons, elles ont tout détruit, anéanti complètement des quartiers entiers. Tout ceci était habité. Depuis les pylônes là-bas, jusqu'ici il y avait des maisons
qui ont été complètement rasés. Cette maison est la seule à avoir survécu dans ce quartier, avec elle les 36 personnes qui s'y étaient réfugiées. Son histoire n'est pas banale, elle était à une centaine de mètres là-haut, au pied de la montagne, et a glissé jusqu'ici. Nous étions à la maison et on n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Ceux-là ont donc eu de la chance et cherchent aujourd'hui dans leur maison ce qui peut encore être sauvé. Car la plupart des habitants du quartier ne peuvent que constater en compagnie des pompiers l'ampleur des dégâts qui ont touché leurs biens. Et pourtant, ils sont déjà 1500 sur 4000 à être revenus et ne songent pas à s'installer ailleurs. On doit vivre avec ça, comme au Japon ou en Californie. Nous n'avons aucune alternative. Ou rester, ou rester. Chaque fois qu'il pleut, on est en état d'alerte. Nous vivons de peur, de peur. Et pendant que la vie continue, les sauveteurs, pompiers et militaires pour l'essentiel creusent et creusent encore pour rechercher les morts, ces 11 disparus qu'il faut absolument trouver. Nous cherchons et cherchons toujours, en espérant les retrouver car les familles, les enfants le veulent. Car en Campanie, comme partout, pour faire son deuil, il faut un cercueil. Et au cimetière de Sarno, à côté des tombes nouvellement refermées, il y a celles qui attendent. La Norvège au secours de la Russie pour tenter d'éviter une catastrophe écologique. En effet, à Mourmansk, principal port de guerre de la marine nucléaire de l'ex-Union soviétique, des dizaines de navires, toujours dotés de leurs équipements nucléaires, sont laissés à l'abandon faute de moyens financiers. Et l'on imagine aisément le risque encouru non seulement pour les deux pays, mais pour la planète tout entière. Moscou, Gilles Rabin. La toute première décharge nucléaire qui va être traitée après l'accord entre la Russie et la Norvège, la voici, celle d'Andreïevka, en face de la base qui abrite les 6 plus grands sous-marins nucléaires du monde, sur la presqu'île de Mourmansk, à 40 km seulement de la Norvège. Les barres irradiées des vieux réacteurs nucléaires hors d'usage étaient empilés dans ces silos rudimentaires sans précaution. Étaient et le sont encore. Après avoir longtemps démenti, la Russie reconnaît aujourd'hui que sont stockés à Mourmansk 9 cœurs de réacteurs nucléaires, 95 sous-marins nucléaires aussi, qui rouillent dans les baies de la presqu'île. Près de 30 000 éléments irradiés sont éparpillés tout autour, sur terre et sous la mer. La Norvège a quelques raisons de s'inquiéter, a déclaré Boris Yeltsin, en accueillant le roi Harald V à Moscou. On ne saurait mieux dire. À la sortie du premier entretien, Boris Yeltsin a été encore plus direct et plus explicite. La Russie n'a plus besoin de ces vieux sous-marins, surtout les nucléaires. Il était temps de le dire et il était temps d'agir. Mais ce n'est qu'un tout premier petit pas. La Russie ne peut pas financer seule la destruction de son énorme arsenal nucléaire. Voici d'ailleurs comment elle détruit les missiles de ses sous-marins nucléaires, en tirant dessus avec d'autres missiles, et les eaux glacées de la mer de Barents se referment sur les débris, irradiés ou pas. Le génocide du Rwanda en 1994, qui avait fait 800 000 morts, ne doit pas retomber dans l'oubli. C'est ce qu'a décidé le gouvernement de Kigali, alors qu'en France, une mission d'information parlementaire cherche à établir la responsabilité éventuelle du gouvernement français. Sur place, 120 000 prisonniers sont toujours en attente d'un jugement. Les autorités ont décidé de créer un mémorial du souvenir. Et ce mémorial, eh bien, il n'aura pas à être construit. Il existe déjà. Une école où, en l'espace de 48 heures, 60 000 personnes ont été massacrées. Éric Monnier, Philippe Turpot, reportage. Cela devait être une école technique. Elle n'a jamais été inaugurée. Il y a là des enfants, des femmes, des hommes, tous enchevêtrés en vrac. Ils ont été tués. Et puis ils ont d'abord été enterrés au bulldozer. 27 184, le nombre des martyrs de l'école de Murambi déjà retrouvés et exhumés des fosses communes alentours. 27 184 sur les 60 000 Tutsis venus trouver refuge ici et exécutés mi-avril 1994. Le massacre a duré 2 jours. Les miliciens extrémistes Hutus ont encerclé l'école et ont attaqué à la mitrailleuse, à la grenade, à la machette pour ceux qui tentaient de fuir. De cette école, le gouvernement rwandais veut faire un mémorial du génocide. Un mémorial qui a déjà un gardien, Emmanuel Murangira, le gardien des morts.
Chaque jour, seul, avec des moyens dérisoires, il lutte contre le temps, la décomposition des corps. Veiller sur ses morts, c'est désormais son travail, sa mission, celle pour laquelle Emmanuel en est persuadé, la mort a refusé de le prendre. Emmanuel est l'un des 4 seuls survivants de l'école de Murambi. Ici. J'ai reçu une balle. Ils m'ont laissé pour mort. Mais Dieu m'a protégé. J'ai réussi à me traîner jusqu'au Burundi, où on a pu me soigner. Il y a ici 28 membres de ma famille, mes propres enfants, 5 enfants. Une seule de mes filles est rescapée comme moi. Ils sont là, oui, mais je ne peux pas les identifier. Alors Emmanuel a choisi de les garder tous, d'être ce gardien des morts, ce guide, ou comme il le dit, ce mort qui parle, pour témoigner du 3e génocide de ce siècle. Au moins 800 000 morts, il y a 4 ans, au Rwanda. En son temps, le Danemark avait une première fois refusé le traité de Maastricht avant qu'un second référendum, souvenez-vous, décide du contraire. Cette fois-ci, toujours seuls en Europe, les Danois votent à nouveau demain pour dire s'ils sont oui ou non d'accord sur le traité d'Amsterdam qui élargit encore les compétences des institutions européennes. Un vote qui s'annonce serré dans ce pays de 4 millions d'habitants. Gérard Grisbeck, Roger Mathurin. Journée solennelle et refrain bien connu. Des centaines de fans sont venus pour l'occasion. Des jeunes qui crient son nom, Frédéric, et qui déclarent qu'elles ne partiront pas sans l'avoir vu au balcon. Il est là le prince charmant. Frédéric a 30 ans. Il régnera un jour sur le royaume du Danemark, une grande famille en quelque sorte, très attachée à ses valeurs, et que l'ouverture sur l'Europe inquiète un peu. Loin de la foule, l'ambiance plus feutrée de la faculté des lettres à quelques jours des examens de fin d'année. Ici aussi, on se fait l'écho du scepticisme ambiant. Sur le domaine économique, c'est une bonne chose, l'Union européenne. Mais il y a quand même autre chose aussi. Et j'ai un peu peur que le Danemark va disparaître dans une grande union. La campagne électorale est un peu terne. Pourtant, le gouvernement, mais aussi la presse, à une exception près, s'est engagé en faveur du oui. Jusqu'à cet industriel, importateur et exportateur de vin français pour toute la Scandinavie, il a planté le drapeau européen sur le toit de son bureau et pense que si le non l'emporte, ce sera une catastrophe. Je suis sûr que ça sera un grand choc pour les Danois. Parce que je crois que les autres partenaires, comme Hollande, la Belgique, la France, l'Espagne, maintenant est un peu fatigué pour le Danemark. Et pour 5 millions, les autres pays peuvent travailler sans le Danemark. Finalement, le Danemark est un petit royaume rebelle et les gens ici en sont fiers. Mais c'est aussi un des plus grands exportateurs au monde de denrées alimentaires et son marché, c'est l'Europe. Alors, entre la fierté politique et la nécessité économique, il faudra bien choisir demain. Forte chute de la bourse de Paris aujourd'hui, moins 2,39% à la clôture après la journée record d'hier. Ce sont les mauvaises nouvelles venues d'Asie qui sont à l'origine de cette chute. On a enregistré une baisse sensible des bourses de Hong Kong et de Bangkok en Thaïlande. L'INSEE communique ses statistiques sur le revenu brut moyen des exploitations agricoles en 97. Une hausse moyenne donc de 6%. Céréaliers, viticulteurs sont les principaux bénéficiaires de ces augmentations. Une nouvelle chaîne de télévision a commencé d'émettre, installée au cœur du 20e arrondissement de Paris. Elle a été créée par le DAL, l'association du droit au logement, en pointe, vous le savez, dans tous les récents combats contre l'exclusion sociale. Cette chaîne propose des émissions de service, mais elle est aussi très militante. Cette chaîne pirate fait déjà l'objet d'une plainte du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Reportage Yann Jikel. Là, ça marche. 19h, il est 19h. T'as envoyé le son là ? Voilà, bonjour et bienvenue sur ESF. Nous prenons l'antenne depuis les toits de Paris. C'est une réquisition de fréquence. Depuis l'autre soir, en toute illégalité, une nouvelle télévision est née. En haut de cet immeuble, symbole à lui tout seul des années 80, propriété de Bulle, puis du Crédit Lyonnais, laissé à l'abandon et finalement investi par l'association Droit au Logement. 30 ans après mai 68, avec du matériel de récupération, les militants ont compris qu'aujourd'hui, les slogans se crient sur Internet, ou mieux encore, sur une télé pirate, forcément un peu provocatrice.
On a envie de diffuser des images que l'on voit nulle part, que les télévisions traditionnelles, France 2, France 3, TF1 et les autres ne passent jamais. Et je pense essentiellement à l'ensemble des luttes qui sont dans ce pays sur tout ce qu'on appelle l'exclusion, même si j'aime pas trop ce terme, mais les luttes des mal logés, les luttes des sans-papiers. Bien sûr, l'ascenseur est en panne et il faut gravir les 12 étages à pied pour accéder à un bureau autrefois directorial et aujourd'hui transformé en studio. Ondes sans frontières, c'est son nom, pléonasme volontaire, c'est donner les moyens d'être non seulement une télévision militante, mais aussi de proximité. C'est un accès au public à la télévision et donc si tu as un message à lancer, tu lances ton message. Depuis 26 ans, ça existe aux États-Unis, depuis 26 ans, et ça a créé des emplois. Tu vois, ça a créé beaucoup d'emplois, quoi. Et en plus, ça sécurise les habitants de la localité, quoi, parce qu'ils apprennent à se connaître. Merci d'écouter. Au nombre de coups de fil pour cette première soirée sur le canal 36, ce fut un succès. Reste aux militants à convaincre les 2 millions de téléspectateurs potentiels de l'Est parisien de réécrire avec eux ce slogan de 68, rêve plus évolution égale révolution, si les autorités n'interviennent pas d'ici là. Effectivement, il y a 30 ans, très exactement, le 24 mai 1968, était signé, après plusieurs journées et nuits de négociations, les fameux accords dits de Grenelle qui aboutissaient à des augmentations de salaires substantielles et à des changements importants dans la vie de l'entreprise en France. En 68, le mouvement étudiant avait précédé le mouvement ouvrier, mais c'est la fin des grèves et des occupations d'usines qui a marqué le retour à la normale. Laurent Bailly, Michel Anglade. La chienlit. C'est tout ce que le général redoutait et elle était bien là. Elle s'étalait sous les yeux de tous depuis 10 jours. La chienlit partout. Transport, approvisionnement coupé, essence rationnée. La France était paralysée. 10 millions de grévistes du jamais vu. Les ouvriers, maîtres des lieux, s'emparent aussi de la parole. C'est nous les patrons. C'est nous les patrons. Ça tient partout, camarade. De Nantes à Sochaux, le drapeau rouge flotte sur les fleurons de l'industrie française. Mais ce qui glace le pouvoir par-dessus tout, c'est cette foule d'ouvriers et d'étudiants qui menacent de s'unir. Si Georges Ségui, le leader de la CGT, et Daniel Cohn-Bendit parviennent à s'entendre, c'est la fin assurée du régime gaulliste. Certains l'avaient bien compris. À partir de là, il fallait à la fois décrocher le mouvement social du mouvement étudiant, et pour cela, il fallait faire en sorte que les syndicats aient des motifs de recommander la reprise du travail. Et c'est ce que souffle le conseiller Balladur à son patron, Georges Pompidou. Augmenter les salaires? La CGT ne peut qu'applaudir. Autoriser légalement les syndicats dans l'entreprise? La CFDT s'en félicitera. Améliorer la condition ouvrière sur les chaînes de montage, réduire le temps de travail dans l'automobile, embaucher les intérimaires, les solutions pour sortir du conflit, inimaginables une semaine auparavant, semblent alors possibles. Avec une priorité, humaniser le monde du travail. Paul Rousselin, un ancien de Renault-Flin, parle aujourd'hui de l'avant 68 à l'usine comme d'un autre siècle. Tout le monde a vu les temps modernes, Charlie Chaplin le long de son tapis avec clé dans la main. J'ai eu l'occasion de voir une scène dans le bâtiment de mécanique, à l'assemblage du moteur, avant sa pose sous la caisse. Un ouvrier avait 2 clés à fourche dans les mains et il travaillait à une vitesse que Charlot n'atteignait pas. Hein. C'était vraiment inimaginable. Le sourire du CNPF, une façade. La pression est forte, il va devoir lâcher. Alors ce 27 mai, jour des accords de Grenelle, le SMIC augmente de 35%, les autres salaires de 10%. 29 heures de négociation et pour finir, le droit syndical dans l'entreprise est obtenu. J'estime que nous avons atteint un résultat de première importance et qui doit permettre la reprise du travail dans des conditions aussi rapides que le permet la technique. 29 heures la reprise, Georges Ségui est pour, pas les ouvriers. À Renault comme ailleurs, ils poursuivent l'occupation des usines, ils obtiendront plus. Fin juin, retour à la normale. Et 30 ans plus tard, les acteurs de l'époque regardent ce qu'il reste des acquis de mai à l'usine, bilan en demi-teinte. C'est pire qu'avant 68, actuellement. Ceux qui sont actuellement à l'intérieur de l'entreprise vous diront qu'il y a un chantage permanent qui s'exerce sur eux, c'est la peur qui s'installe,
compte tenu qu'il y a du chômage, on leur dit si t'es pas content, tu t'en vas. En 30 ans, ce qui a changé, et je pense que c'est un peu irréversible malgré tout, c'est le comportement entre individus. Quand je dis entre individus, c'est plus entre hiérarchie, encadrement et, disons, les ouvriers ou ceux qui sont, comme on dit, à la tâche. Ça a changé. Ils ne peuvent plus nous parler de la même manière. Aujourd'hui, le bastion de Billancourt est fermé. Depuis 1968, l'industrie française a licencié 2 millions de salariés, mais le pays n'a jamais plus connu de grève générale. Le problème majeur qui se pose aux détenus sortis de prison, c'est souvent le manque de formation professionnelle et l'espoir de trouver plus ou moins rapidement un travail. Depuis quelques années, le centre de détention de Bédenac en Gironde expérimente ce que l'on pourrait appeler une forme de retour progressif à un travail à l'extérieur de la prison. Un groupe d'une quinzaine de détenus vient ainsi de participer pendant 1 an et demi à la restauration des vestiges du château de Montguyon. Reportage Jacques Vital, Philippe Dumail. Noël, comme ses 4 compagnons, est un prisonnier en formation. Son métier, c'est la maçonnerie. Il a donc choisi la rénovation. Soigneusement sélectionnés, tous ces détenus sont en fin de peine aujourd'hui. Au petit matin, il quitte la prison pour le château de Montguyon où il travaille, avec des consignes bien sûr, mais sans surveillance. Essayer de finir pour midi, parce que cet après-midi il faudrait que ce soit gratté, parce que la semaine prochaine ça va être court, on sera vite arrivé au 31 mai pour la fête inaugurale. Okay. Tout ici a été restauré par les détenus du centre de Bédenac, et ces murailles connaissent aujourd'hui une véritable résurrection. C'était une colline boisée, on ne voyait absolument rien. Et en 1 an et demi, grâce à eux et aux employés de l'association, il y a eu 700 mètres carrés de remparts qui ont été restaurés bénévolement et au moindre coût pour la collectivité. Les travaux étaient estimés à 2 millions de francs. Ils auront coûté 20 000 francs en réalité. Bien sûr, l'administration pénitentiaire a fait un pari risqué, mais il est d'abord guidé par la logique. Placer les gens devant leurs responsabilités, de les préparer à la sortie, de les remettre dans leur métier d'origine, et de prouver aussi également à la population et à l'administration que dans chaque détenu, il y avait un homme qui était capable de faire un métier d'homme. À leur sortie, chacun des détenus aura un diplôme de formation reconnu par la Chambre des métiers. Un argument de plus pour leur réinsertion, même s'ils doutent de l'accueil des entreprises. Certains patrons vont considérer qu'on était détenus, mais bon, je pense qu'on a payé notre dette. C'est une réhabilitation et je pense que c'est aux futurs employeurs de nous faire confiance. En attendant, chaque soir, ils regagnent le centre de détention à l'heure de l'appel. La vraie sortie est pour plus tard. Parallèlement à la Coupe du Monde de football se déroulera la Coupe du Monde des banlieues, des équipes d'adolescents venus du monde entier. À l'origine de cette manifestation, Saint-Denis, la ville du Stade de France. Cet événement ne se veut pas simplement sportif, mais un moyen pour les jeunes d'apprendre à se connaître. C'est pour cette raison qu'un groupe d'adolescents de Saint-Denis est parti vers le Canada rendre visite à nos lointains cousins. Reportage Louis Carzou, Lily Daron. Ils s'appellent Christophe, Harold, Mohamed ou Yasmine. Moyenne d'âge 20 ans, tous issus de Saint-Denis et désormais ambassadeurs pour la Coupe du Monde des banlieues. Tous volontaires pour représenter leur ville et rencontrer les jeunes de Montréal, avec chacun un objectif bien personnel pour leur mission. Voir comment ils ont réussi à faire cohabiter un côté français, un côté américain, tout ça géré par des lois fédérales. Voir comment les jeunes vivent là-bas. S'il y a une chose qui me tiendrait réellement à cœur, ce serait le statut des jeunes filles dans les cités. C'est loin, c'est pas Porte des Champs-Perret, le Canada. On est à Cuba, on il fait chaud. Ah, il fait chaud. Le premier objectif de cette Coupe du Monde des banlieues, c'était d'amener les jeunes, moyennant une participation de 1000 francs, à découvrir comment l'on vit la musique, le foot, mais aussi la recherche d'un emploi ou le racisme à Montréal. Par exemple, dans le quartier de la Côte-des-Neiges. Chômage, drogue, petite délinquance, ce quartier a un air de déjà-vu. Ici, les habitants sont originaires d'Inde et du Zaïre, l'occasion pour les jeunes Français de découvrir les limites du mélange ethnique à la canadienne. Ici, il y a une grande concentration d'hindous. Mais comment ça se fait que j'ai jamais parlé à un hindou encore de ma vie? J'ai jamais eu un ami hindou encore. C'est-à-dire ils sont cantonnés à une culture et ils ne voient pas le reste, tandis que nous, on touche à tout. Nous, on a toutes les cultures. Autre lieu, autre réaction. Voici la petite maison dans la prairie. Ou plus exactement la ferme du Cap Saint-Jacques, destinée à la réinsertion des jeunes toxicomanes. Nouvelle visite, nouvelle discussion
et les jeunes Français de réagir. Cette fois, le modèle canadien leur semble trop protecteur. J'ai posé la question à plusieurs Québécois de mon âge qui était leur Premier ministre. Il n'y en a aucun qui a su me répondre. Voilà. Ça vous choque, ça? Ouais, franchement, ouais. Tout ce qui est la vie politique, ils en ont rien à foutre. La vie sociale, ils en ont rien à foutre. Ils pensent qu'à s'amuser. Aux abords des tam-tams qui enflamment le Mont-Royal une fois par semaine, jeunes Français et Québécois ont quand même pris le temps d'échanger quelques passes avant de se retrouver à Saint-Denis au mois de juin. Mais le bénéfice de ces rencontres durera sans doute beaucoup plus longtemps qu'une partie de foot. Roland Garros, l'invité du jour que l'on n'attendait pas, que l'on redoutait, c'est la pluie qui a troublé les parties. Tout de même, qualification facile en 3-7 du Chilien Marcelo Rios face à l'Espagnol Alvarez. Qualification également de Martina Hingis, de Venus Williams devant Novotná et Novotná chez les femmes. En revanche, défaite ce soir du Français Guillaume Raoux et en ce moment même le numéro 1 mondial, Sampras, en difficulté devant le jeune Espagnol Delgado. Il a perdu les 2 premiers sets, Sampras, et il est mené 4-2 dans le 3e set. Après le succès mondial d'Andrea Bocelli, son équivalent féminin, Emma Chaplin, une Française de 23 ans, se confirme comme la révélation musicale de cette année. Une cantatrice à la voix très belle, mais aussi très particulière. Olivier Lenouza, Christophe Vignal. Emma Chaplin, une demoiselle hors du temps, égarée dans un opéra fin de siècle. Una pioggia batte lontana fra le pietre sospiri. La première fois que j'ai rencontré Emma Chaplin, c'est pas sa voix qui m'a frappé parce qu'elle m'a tendu une cassette en me disant faut pas écouter, c'est tout pourri. Et il a fallu que je la rencontre 3 ou 4 ans plus tard, après qu'elle ait un petit peu travaillé sa voix et qu'elle me dise attendez, restez là, ne bougez plus, je vais vous montrer ce que je sais faire. Et j'étais cloué au mur par la puissance vocale. À force de persévérance, la protégée de Capdevielle a trouvé sa voix, soprano dramatique léger. Une passionnée de chant lyrique qui a goûté un temps au hard rock avant de chanter en italien du XIVe siècle, la langue oubliée de Pétrarque et de Dante. Sinon qu'on ne parle plus, ça donnait une dimension supérieure, quelque chose de, comment dire, d'intemporel, ça donnait une ambiance, une atmosphère de quelque chose qu'on ne puisse pas classer dans une époque. J'avais pas envie qu'il y ait d'époque sur cet album. À 23 ans, Emma goûte au succès, au showbiz, mais son rêve est tout autre, l'opéra. Il regroupe un véritable jeu de comédien, normalement une vraie mise en scène, et puis des décors, des costumes, pourquoi pas des peintures, et puis la musique, bien sûr. La Chaplin qui admire la Calas, la diva qui représente à ses yeux... Une forme de perfection, la sienne, je crois qu'elle l'a atteint. Et vous, votre perfection? Ça reste à voir, il y a encore du travail. Travailler afin de se produire sur les plus belles scènes du monde, comme ici à Venise. A Venezia? Che teatro? Teatro migliore del mondo. È l'unico teatro del mondo. Sur un tapis de cordes, de cuivres et de chœurs antiques, Emma évoque une époque oubliée. Le temps des légendes, du roi Arthur, des contes fantastiques et des vampires. Ces créatures assoiffées de sang, qui lui ressemblent tant. Ils incarnent pour moi l'élégance absolue. Je crois que ce sont des êtres fragiles, passionnés, et puis ils voyagent à travers toutes les époques. Avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mercredi. D'abord la Coupe du Monde de football. Après le coup de filet dans les milieux islamistes, hier le gouvernement renforce le plan Vigipirate qui assure la sécurité dans les lieux publics. Plus de 6000 hommes chaque jour sur le terrain. Air France, la menace de grève pour le début de la Coupe du Monde se précise. Pilote, direction de la compagnie et gouvernement n'ont toujours pas trouvé de terrain d'accord. Voilà, dans un instant, la météo. Sophie Davant, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.